séparera. Bon, allez, on va démarrer. Ça va amener du monde. Alors, le CHU de Bordeaux, il est là. Bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette conférence consacrée au regroupement des activités d'hépatogastro-entérologie du CHU de Bordeaux. Dans le cadre de la réorganisation de ces activités, le CHU de Bordeaux a décidé en 2007 de regrouper sur un site unique l'ensemble de l'hépatogastro-entérologie. Ce projet de regroupement se traduit notamment par la construction d'un nouveau bâtiment et la rénovation partielle de la maison du Haut-l'Évêque. Cette restructuration était évidemment attendue depuis plusieurs années par tous les acteurs de la discipline, dont l'activité s'est trouvée dispersée au fil du temps sur les 3 groupes hospitaliers du CHU. Cette restructuration, l'objectif en tout cas de ce projet est de structurer l'ensemble des prises en charge des pathologies digestives, je vais y arriver, autour d'un chemin thérapeutique plus cohérent. Les concepteurs ont également dû relever un défi sanitaire en réussissant l'implantation d'un pôle complet, moderne, performant, en phase avec les exigences actuelles et futures, mais également un défi d'efficience économique en concevant un projet ambitieux, tout en préservant une équation économique globale pertinente sur le long terme. Pour nous parler de ce projet, nous accueillons aujourd'hui Charlotte Pic, architecte au sein de l'agence Art & Build. Charlotte, bonjour. Nous accueillons également Monsieur Patrick Essa, ingénieur général du CHU de Bordeaux. Monsieur Essa, bonjour. Je vous rappelle que le bureau Art & Build est basé à Bruxelles. Art & Build est l'un des rares bureaux d'architecture belges qui s'exportent avec des agences à Luxembourg, Paris, Toulouse. Ces activités dépassent même les frontières européennes avec des développements en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Je vais donner tout d'abord la parole à Monsieur Essa, qui ne vous présentera pas le CHU de Bordeaux que vous connaissez tous. Tout d'abord, Monsieur Essa, quels sont les enjeux du regroupement de la discipline d'hépatogastro-entérologie au CHU de Bordeaux, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Alors, évidemment, le CHU, comme l'ensemble des établissements, est amené à restructurer ses disciplines pour reconcentrer ses moyens. Cette reconcentration se fait année après année dans les différents espaces et surtout dans notre bipolarisation, puisque nous avons 2 gros établissements, un qui fait 1300 lits et places et un qui fait 1200 lits. Et un 3e établissement qui est en centre-ville qui fait à peu près 500 lits. Donc dans cette bipolarisation, puisque je parle d'une bipolarisation de nos activités principales, l'enjeu prioritaire, c'est regrouper les plateaux techniques, faire des économies d'espace, de personnel et de moyens. Dans toutes nos opérations, nous avons avant tout le pragmatisme de ce regroupement. Et quand je dis pragmatisme, il s'applique sur le plan médical, sur le plan organisation, mais également sur le plan technique. J'en parlerai un petit peu plus loin, puisqu'il y a quand même un sujet d'ingénieur derrière ce regroupement. Ça veut dire que, compte tenu de notre patrimoine, nous avons à peu près 500 000 m² de locaux, l'objectif étant de réduire notre surface, d'optimiser nos installations et surtout de passer dans un mode plus simple. Pour nous, l'enjeu de la modernité, c'est avant tout une simplicité d'équipement, une simplicité de fonctionnement et une simplicité de prise en charge. Ce qui veut dire que nous allons diminuer des lits à l'occasion de ce regroupement, environ 50 lits en 2007 quand nous avons lancé le programme. On va arriver à l'ouverture dans le premier trimestre 2016 à pratiquement 80 lits de supprimés. Nous avions 20 places d'ambulatoire à l'origine du programme. À l'ouverture, nous en aurons certainement 45. Et on va vous expliquer avec Charlotte que l'ensemble du projet est tourné éminemment vers l'ambulatoire et uniquement vers l'ambulatoire. Et que petit à petit, l'ensemble de la construction, c'est de mettre en cohérence le plateau technique et tous les espaces qui peuvent migrer vers l'ambulatoire. C'est vraiment le fil conducteur de cette présentation et du projet. Nous sommes un peu éloignés avec Charlotte, rien ne nous sépare dans la réalité. Le maître d'ouvrage et son mandataire, puisque nous sommes en conception-réalisation, on pourra y revenir tout à l'heure sur le choix du CHU dans ce mode de dévolution, et c'était uniquement pour que vous puissiez regarder la maquette et le film.
Monsieur Essa, quels sont les atouts du site de l'hôpital Olévêque? Alors, vous avez un parc qui fait 63 hectares. On peut saluer nos anciens directeurs qui, à l'époque, dans les années 70, ont eu la vista d'acheter ce site qui était en fait siège d'un sanatorium qui se trouvait à Pessac, assez loin du centre-ville de Bordeaux. Et quand on dit assez loin, c'est aux alentours de 15 km. Il se trouve évidemment dans le périphérique ou à proximité du périphérique. Ça veut dire qu'il est idéalement placé pour être raccordé sur l'ensemble des flux automobiles. Et alors, je vais prendre le micro. Bon, allô, voilà. Donc en fait, sur ce site-là, on a ici l'autoroute de Bayonne qui se trouve dans cet emplacement-là. Ici, le périphérique de la rocade bordelaise et la mise en place de tramways. Donc avant tout, notre structuration, c'est un problème de flux. L'ensemble du projet s'articule sur une bipolarisation du site. On va couper en deux le secteur logistique et le secteur hospitalier. Et au-delà de cette coupure en deux par rapport à nos spécialités, on va le recouper en deux dans ce sens-là pour avoir l'ambulatoire vraiment dans cette partie-là et le traditionnel en partie basse. Donc l'objectif de la restructuration, c'est que au-delà du bâtiment qu'on reconstruit, on est un peu dans un mode hôpital-village, c'est-à-dire que ce bâtiment ne comportera à terme que des installations techniques et des lits liés à l'ambulatoire. Autour de ce bâtiment-là, on va transformer celui-ci au fur et à mesure également en plateau technique et en ambulatoire. Et les bâtiments qui sont au-dessus, là vous avez la médecine nucléaire, mais principalement le bâtiment des USN, deviendrait à terme un hébergement d'ambulatoire également, peut-être un hôtel hospitalier. Donc les enjeux du Sud, c'est une fluidification. Voilà pourquoi nous avons mis un accès futur ici qui se retrouvera côté rocade. Et donc une coupure du site, je montrais ça tout à l'heure, excusez-moi, la coupure elle est ici, entre le traditionnel et le très rapide, l'ambulatoire. Quels sont les éléments qui vous ont séduit dans le projet de l'agence Artenbuild? Alors, je vous parlais tout à l'heure de pragmatisme. C'est vrai que la difficulté dans un conception-réalisation, c'est pour coller au projet et venir par rapport à l'estimation qu'on a fait du projet, il faut absolument que le projet soit lui-même dans un mode raisonnable. Alors, je décline ce raisonnable en deux choses. Le côté développement durable, puisque nous voulons absolument que ce bâtiment, même s'il n'est pas énergie positive, soit quand même un bâtiment qui ne consomme très très peu d'énergie. Ça veut dire qu'on essaie de chasser un maximum de technologie. Pour nous, le Modern Miss, c'est le moins de technologie possible. On va passer en mode rustique, c'est-à-dire que tout ce qui va être compliqué, tout ce qui va s'appuyer sur un maximum d'informatique. Alors je suis à contre-courant de pas mal de choses, hein, j'en conviens, hein, notamment de toute la partie gauche du salon. Mais en fait, pour pouvoir être sûr de pouvoir faire fonctionner pendant longtemps le bâtiment et avoir un retour d'exploitation qui soit cohérent, on doit passer vers des processus qui sont certifiés, qui sont certains et qui soient non dépendants de X technologies. Je pense en particulier à tout ce qui est régulation, tout ce qui est informatique, domotique du bâtiment. On essaie de chasser cette partie-là. Donc pour nous, dans le projet autour de Charlotte, en fait, on peut nommer quand même le groupement de construction, puisqu'on est en conception-réalisation. Ce choix, on l'a fait d'abord parce que nous n'avons pas les moyens de nous payer un arrêt de chantier. Combien nous coûte un concours en loi MOP, une entreprise qui dépose son bilan en temps actuel et un arrêt de chantier pour relancer la consultation des lots qui sont défaillants? Combien ça nous coûte en finale? Combien nous coûte la non mise à disposition d'un bâtiment pendant 5, 6 mois, 7 mois, le temps de reconcéder? Sans parler de ce que nous coûterait le dédit auprès des entreprises qui vont être à l'arrêt. Donc ça, première chose. Deuxième chose, on s'est rendu compte que des architectes, enfin, je salue Michel Beauvais au passage, un certain nombre d'architectes se sont mis aux conceptions-réalisations parce que dans le mode de fonctionnement, on arrive à faire quand même une cohérence entre le bureau d'études de l'entreprise, le bureau d'études généraliste, les équipes d'architecture et les grosses œuvres qui nous trouvent des solutions qui permettent de passer dans les prix et d'avoir un rapport qualité-prix de très bonne qualité. Donc dans ce projet, ce qui nous a intéressé, c'était premièrement le respect des flux. Deuxièmement, l'évolutivité du bâtiment pour pouvoir passer en mode ambulatoire. Troisièmement, le côté raisonnable puisqu'on était dans notre enveloppe. Et quatrièmement, le côté intégration dans le site puisque ce bâtiment qui devient rotule entre les différents événements
nous permet, au-delà d'être quand même un passage obligé pour tous les gens qui vont venir du tramway, de mettre en concurrence en fait le bâtiment de la maison du Haut-l'Évêque, la radiothérapie. Alors pourquoi la radiothérapie? Parce que vous voyez que dans le plan directeur du site, à terme, nous aurons un doublement de la radiothérapie et le cancéropôle aquitain viendra en fait se reconstruire sur le site de Haut-l'Évêque. Donc petit à petit, nous mettons en place les éléments, les outils et les disciplines qui vont être autour en fait de cette thématique. Quelles sont les contraintes que vous avez identifiées pour mener à bien un projet comme celui-ci? Les contraintes, pour nous, c'est principalement la rédaction du programme technique détaillé. Évidemment, pour que le conception-réalisation soit opérant, il ne faut pas qu'on ait à discuter beaucoup après la concession. Si on a vraiment des difficultés, on en discute avec le groupement, mais les limites de négociation sont extrêmement difficiles. Tout ce qu'on va retirer ne nous coûtera rien, tout ce qu'on va rajouter va nous coûter une fortune. Donc en fait, la principale contrainte, c'est la rédaction du programme technique détaillé. Mais tout le temps qu'on va mettre à rédiger le PTD sera gagné dans l'exécution et dans la construction. Cette contrainte qui devient un avantage, c'est que pour moi, on n'a pas d'APS, on n'a pas d'APD. Une fois qu'on répond sur un APS+, on va dire, on passe directement en mode pro. On n'a pas de phase intermédiaire. Et donc, comme on ne fait pas de consultation d'entreprise, comme on n'a pas les différentes phases avec les validations, à partir du moment où notre PTD est bien écrit, on peut tout de suite embrayer sur un pro et moins d'un an après, on attaque la construction. Alors, on a l'expression de l'ingénierie et de l'architecture, mais derrière ce type de projet, il y a beaucoup d'acteurs qui sont au cœur des réflexions. Qui sont ces acteurs qui ont été impliqués au CHU? Alors, donc, un groupe de travail pluridisciplinaire, bien sûr, autour de médecins. Chaque discipline nous a délégué un médecin. Nous avons un chef de pôle, qui est un professeur très fédérateur de ses condisciples et qui nous a permis quand même de mettre en place une vraie réflexion sur la restructuration de la discipline à un horizon de 10 ou 15 ans. Donc ça, c'était stratégique parce que les gens ont toujours tendance à redécrire ce qu'ils connaissent. Et donc, ils n'arrivent pas à se projeter dans un élément nouveau sans avoir un point d'accroche sur leurs connaissances. Et là, ce n'était pas du tout le cas, puisque nous avions quand même une équipe de médecins d'une quarantaine, 40-45 ans, qui avaient plutôt envie d'agglomérer dans ce nouveau projet tout ce qu'ils avaient pu voir à l'étranger dans leurs différents stages et dans leurs disciplines. Donc, entre les médecins, les anesthésistes, les infirmières, les surveillantes, les dames du ménage, en fait, tout le monde a travaillé sur le programme technique détaillé. Nous avons pu faire un programme complet. Le calendrier? Le calendrier, on a concédé l'opération en janvier 2013, en 2012. Pardon. On a commencé à construire en janvier 2013. On va livrer l'opération, donc tout corps d'État, en septembre-octobre 2015. On ouvre en janvier 2016. On n'a pas les moyens d'attendre. Vous avez déjà planifié le déménagement dans le nouveau bâtiment? Oui, bien sûr, on travaille sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur Essa, pour votre intervention. Je vais maintenant donner la parole à Charlotte Pic. Vous êtes architecte associé du groupe Art & Build. Quelles sont les grandes lignes du projet architectural autour de l'opération HGE? Merci David. Effectivement, Patrick Essad l'a expliqué. Donc nous, les enjeux, c'était l'intégration dans le site principalement. Je me suis permise de mettre la maquette qu'on a réalisée du projet ici parce que c'est assez parlant. Donc on est dans un cadre d'abord assez exceptionnel, au bord d'un espace boisé. Et on est surtout, une des contraintes fortes du projet, ça a été de relier, d'amener ce nouveau projet hépato-gastro-entérologie, qui est un projet quand même très technique, et de le relier à trois autres bâtiments. Donc la maison du Haut-l'Évêque qui existe, le bâtiment de la radiothérapie et le bâtiment de cardiologie. Donc tout l'enjeu était de positionner correctement notre réponse par rapport à ces contraintes du site. Quels sont les repères qui vous ont permis de concevoir ce bâtiment? Donc, je l'ai dit, donc l'intégration. Alors c'est vrai que nous on a passé, on a essayé d'aller un cran plus loin. Et donc Patrick Essat l'a expliqué. On est aujourd'hui dans un site avec une zone logistique qui a été développée ici. Quelque part, on peut considérer qu'on a retourné un petit peu le site parce que l'entrée existante était celle-ci aujourd'hui. Demain, on a quand même l'ambition, avec l'arrivée du tramway, qu'une des entrées principales sera
via notre nouveau hall, je vais en parler d'une minute tout à l'heure, qu'on appelait la rotule. Et donc on a développé notre concept sur base d'une réflexion de de la problématique logistique aussi. Donc c'est des éléments qui étaient présents au programme, mais on a voulu aller un cran plus loin, et donc on a développé toute une liaison souterraine, logistique, que je vais détailler tout à l'heure, qui nous permet d'alimenter notre projet sans traverser les surfaces médicales qui ont été développées dans le bâtiment. Alors on va passer maintenant à ce nouveau bâtiment. Vous pouvez nous le décrire plus en détail ? Tout à fait. Donc là, on est sur le plan du rez-de-chaussée. Vous reconnaissez donc la maison du Haut-l'Évêque, le bâtiment de cardiologie qui se situe de ce côté-ci. Donc on retrouve ce qu'on a appelé, nous, la rotule, donc, qui est le hall d'entrée, la nouvelle façade, la nouvelle entrée, puisqu'on considère qu'avec l'arrivée du tramway, bon nombre de personnes, de patients, même de personnel vont arriver dans cette entrée. Et depuis ce hall, on distribue donc très directement le nouvel hôpital de jour chirurgical, une partie recherche clinique, et donc on dirige vers un parc intérieur. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Un point de montée principal pour les visiteurs et surtout au centre de tout le bâtiment, un point de montée, axe rouge, patient couché, donc qui dessert l'ensemble du projet. Au rez-de-chaussée, on retrouve aussi sur cette galerie principale le nouveau self du personnel qui, lui, va servir au personnel de la cardiologie, du projet HGE, bien entendu, de la radiothérapie et de la maison du Haut-l'Évêque. Et donc, on a voulu développer ce self et ce restaurant face au jardin. Donc, on a réaménagé ici entre notre projet et la maison du Haut-l'Évêque. On trouve également au rez-de-chaussée une partie de locaux techniques et un plateau d'imagerie médicale qui est considéré comme une extension du plateau d'imagerie qui fait partie du bâtiment de cardiologie. Aujourd'hui, dans cette zone-ci, en face concours, il était prévu de mettre un service d'urgence. On développe aujourd'hui probablement une extension de la partie ambulatoire. Donc toute la partie ambulatoire, chirurgie ambulatoire est développée, donc ceci, donc l'ensemble des chambres face au bois, quelques chambres face aux patios. Donc le projet est organisé autour de 2 grands patios qui amènent énormément de lumière. Et on a surtout développé une liaison verticale dédiée, directe, entre la zone accueil hospitalisation de l'hôpital de jour chirurgical et les zones d'intervention aux étages. Ce plan est stratégique pour nous parce que c'est vraiment l'ambition du maître d'ouvrage. Donc notre demande, c'était d'avoir déjà une qualité de lumière. D'où l'explication de Charlotte sur la dimension des patios. On s'est rendu compte dans différentes constructions que les gens ne veulent plus travailler dans les locaux noirs. Et que la qualité de vie dans les locaux fait qu'on a quand même, au niveau de la disponibilité du personnel, mais également des arrêts de maladie, une incidence certaine. À chaque fois que les gens peuvent avoir une qualité d'espace, une qualité de lumière dans les espaces, on a quand même un retentissement certain sur la vie des patients et des personnels dans nos bâtiments, à tel point que certains de nos personnels demandent à changer de bâtiment pour aller dans les espaces qui ont été traités au niveau de la lumière, de l'acoustique et de la couleur. Donc c'est pour ça que je voulais insister. Ensuite, sur la recherche clinique qui est ici, évidemment on est CHU, et la discipline d'hépatogastro est la première discipline qui publie au niveau donc de notre CHU. Donc d'où l'importance de la mettre en liaison avec la chirurgie ambulatoire pour qu'on ait toute une thématique qui se développe sur cette recherche clinique hépatogastro et augmenter encore plus les disciplines qui vont recourir à l'ambulatoire sans être dans les terrains battus d'un certain nombre d'actes médicaux qui sont vraiment très très ciblés. Et enfin, ce point-là, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en mettant l'ascenseur ici, on lui donne un double accès. Il nous permet d'aller évidemment vers le bloc opératoire, mais il nous permet aussi de relier les unités d'hospitalisation du dessus avec la chirurgie ambulatoire. Ce qui veut dire que dans les années futures, nous n'aurons plus de différence entre l'hospitalisation conventionnelle et l'ambulatoire. On pourra faire venir les patients au bloc, autant du conventionnel que de la discipline de très court séjour. Voilà pourquoi donc ce point de montée dans le projet est stratégique. Merci de ces précisions. Au premier étage, on retrouve donc ce qu'on appelle le plateau technique lourd, un bloc opératoire et un plateau de réanimation et de surveillance continue, donc toujours positionné autour de 2 grands patios et de cette circulation verticale. Bloc opératoire, on retrouve une zone de chirurgie générale, 8 blocs, une zone de chirurgie ambulatoire, donc en liaison vers le point de montée que je vous ai expliqué tout à l'heure, et donc
une zone ici d'imagerie interventionnelle en liaison vers la zone de réanimation. La SSPI qui se trouve ici, éclairé en second jour. Ce plateau plus 1 est liaisonné donc, avec le niveau 1 de plein pied de la MHL, dans lequel on retrouve un plateau d'endoscopie avec une circulation dédiée protégée, puisque les patients d'endoscopie utiliseront la salle de réveil du projet AGE, et une circulation pour amener l'ensemble des patients hospitalisés dans la MHL ou les patients hospitalisés dans l'hôpital cardio, donc vers la zone transfert du bloc. Toute la partie réanimation, on retrouve ici 7 unités de 5 lits, dont 35 lits de réanimation, qui est un projet assez important, donc organisé autour d'une circulation principale, donc qui dessert nos 7 sous-unités, qui elles ont chaque fois leur circulation dédiée, donc on ne traverse évidemment pas une unité pour accéder à une autre. On a également ici une unité de transplantation qui est positionnée en son centre, l'ensemble de la zone des filtres. Et donc cette unité de réanimation est liaisonnée avec l'hôpital cardio qui se trouve de ce côté-là. Alors, même réflexion sur l'avenir et sur ce qu'on va faire de cette organisation. C'est-à-dire que les 5 salles d'opération qui sont ici étaient des salles d'opération digestives de l'ancien programme. Le fait de les remettre en état, de les relier à la SSPI, ce qui veut dire qu'on va avoir un pôle avec 13 salles d'opération. Là, on va avoir 5 salles d'opération et l'hospitalisation qui va être au-dessus, puisque nous avons 2 unités de 25 lits, ça va nous faire 2 unités d'endoscopie digestive qui vont pouvoir, elles aussi, se servir de l'ensemble des périphériques et notamment de la chirurgie interventionnelle. Les salles d'opération sont les mêmes que celles qui sont ici. Elles sont équipées de la même façon, elles auront le même traitement d'air. Ce qui veut dire que dans le futur, on aura un plateau avec 15 salles conventionnelles et 3 salles de chirurgie donc interventionnelle. Charlotte parlait tout à l'heure des salles de chirurgie ambulatoire. On les a fléchées comme ça, mais en fait, on va dire que l'ensemble du plateau peut migrer. Et donc au deuxième étage, on retrouve donc 3 ailes d'hébergement, 3 ailes d'hospitalisation organisées donc en 2 ailes de ce côté-ci, une aile de ce côté-ci, en liaison toujours vers notre point montée principal, et elle aussi organisée de plein pied avec le niveau 2 de la MHL. L'idée étant à terme de travailler en plateau de 5 unités de soins organisées autour de zones logistiques dédiées. Et voilà, on pense qu'au niveau de la logistique dans l'avenir, travailler en 5 unités de soins est quelque chose qui va se développer dans le futur. On retrouve évidemment les locaux techniques des blocs qui plombent donc le quartier opératoire et une partie de locaux techniques qui plombent l'aile de réanimation. Ce plateau-ci n'est pas connecté directement à ce niveau-ci avec la cardiologie parce qu'elle l'est par le niveau inférieur. Donc le projet permet à terme également de rajouter un 3e étage. Aujourd'hui, le gros œuvre, on est quasi en clos couvert. Fin juin, le chantier avance. Fin juin, on sera en clos couvert. Donc l'idée est de demain rajouter 2 ailes d'hébergement complémentaires et un plateau de consultation sur cette partie-là. Je vous parlais de la logistique. Donc pendant le concours, donc on a été interpellé par cette problématique de la logistique et il était évidemment hors de question pour nous d'imaginer voir des chariots de linge, des chariots repas, des chariots de déchets dans cette nouvelle rue qu'on a imaginée au rez-de-chaussée. Et donc on a créé un sous-sol partiel. Donc on a créé des galeries de liaison au niveau -1 qui relient donc nos points de montée principaux vers ce qui est aujourd'hui le self existant qui va demain devenir le relais logistique de l'ensemble du site de Haut-l'Évêque. Et donc en traitant ou en proposant en tout cas à notre réponse une galerie de liaison qui a été prolongée donc vers 2 nouveaux points de montée pour la MHL, on va pouvoir depuis un point d'entrée précis et spécifique au niveau du site alimenter l'ensemble des projets, soit la cardiologie, tout le projet AGE et l'ensemble du projet de la MHL. Ça nous semblait important de manière à évacuer, je dirais, toute cette problématique logistique des zones qu'on peut appeler nobles dans le projet hospitalier. Voilà quelques images. Donc on est face au bois. C'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure l'implantation et le site assez exceptionnel. On est sur donc c'est la façade, je dirais côté parc. On est sur un site
quand même assez exceptionnel ici face à un étang. Donc on a évidemment développé un maximum de chambres verts, de chambres de l'hôpital de jour, certains blocs et toutes les chambres de réanimation vers donc ce parc. On a nos 2 patios intérieurs, je vous en ai parlé, et puis surtout les patients, l'aile de la MHL existante qui donnait vers ce parc, aujourd'hui va avoir vue sur notre projet. Donc on a retraité complètement ce qu'on a appelé le jardin intérieur ici, pour lequel va bénéficier le self du personnel. Une image depuis donc, ce qu'on a appelé la rotule, donc la nouvelle entrée depuis l'accès du tramway. Donc on espère que demain, l'entrée du projet de Haut-l'Évêque sera cette entrée-là. Enfin, le parking reste du côté de la MHL, mais on a quand même beaucoup d'ambition par rapport à l'arrivée du tramway sur le site. Le hall principal. Alors, au niveau de la chambre, on peut dire un petit mot. On développe aujourd'hui tout un concept qu'on n'a pas encore tout à fait présenté au CHU, mais tout un concept de ce qu'on appelle, nous, la communication visuelle. On va au-delà de la signalétique, de manière à, évidemment, apporter un peu de lumière, un peu de couleur dans l'ensemble du projet. Et donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui à l'étude et qui vont être présentées prochainement à la direction du CHU. Voilà. Je vous remercie. Merci Charlotte. On a abordé la technique. Comment est-ce que vous définiriez le concept de l'hôpital jardin? J'en ai dit un petit mot. Donc on a, par rapport à ce site, on a vraiment voulu l'exploiter au maximum. Et on a créé, donc il y a 3 thèmes pour moi. Il y a les patios. Donc les patios intérieurs qui vont être traités de manière assez agréable, qui sont des patios inaccessibles, uniquement pour l'entretien. Mais donc il y a beaucoup de vues donc, sur ces patios. Ils s'ouvrent au fur et à mesure qu'on s'élève dans le bâtiment. Donc énormément de lumière naturelle. Je dirais même avec un 3e étage qu'on ne voit pas ici sur la maquette, ces patios garderont une dimension très très généreuse. On a donc la partie jardin intérieur, j'en ai dit un petit mot aussi, qu'on a voulu retravailler de manière à surtout offrir aux patients existants dans le bâtiment de la MHL une vue la plus agréable possible. Et il y a cet espace boisé. J'étais sur chantier, on a fait un tour il y a 15 jours. Les chambres, on s'est positionné dans 1 ou 2 chambres. Je vous dis, cette vue sur ce bois, c'est quand même assez extraordinaire. Comment est-ce qu'on appréhende ce type de projet avec le développement durable? Est-ce qu'on a une notion bien précise du développement durable sur ce type de projet? Je vais laisser Charlotte répondre, mais je voulais ajouter que les patients devant la maladie ne souhaitent pas arriver dans une machine. C'est-à-dire que quand ils viennent devant un bâtiment assez massif et puis quelque chose d'inquiétant, on a tout de suite une relation avec la durée moyenne de séjour. C'est assez frappant quand les patients donc, remplissent le questionnaire de sortie à l'issue donc, de leur épisode de soins. Ils nous disent toujours la même chose. J'étais inquiet, je suis arrivé à l'hôpital, je suis arrivé dans quelque chose de sombre, j'avais l'impression de rentrer dans des rouages. Et quelque part, ce qu'on a essayé dans ce nouveau bâtiment et ce qu'on développe à chaque fois dans tous nos projets, c'est que la qualité d'accueil, les espaces, les dimensions intérieures, les couleurs intérieures, l'éclairage, l'acoustique, enfin tout doit concourir à ce que le patient arrive un petit peu dans du domestique et pas dans une machine un petit peu compliquée dans laquelle il va se sentir un peu broyé et qui pour nous a des conséquences en termes de durée de séjour, donc c'est quand même moins intéressant, mais surtout pour lui, parce que plus il va être inquiet, plus on va le sédater, plus il va rester chez nous. Donc en fait, c'est vraiment un espèce de cercle sans fin. Et vous avez un certain nombre d'exemples comme ça qui sont frappants. C'est le patient qui reste. La nuit, le personnel discute. Il dort mal parce que les portes sont mal insonorisées. L'appel malade sonne trop fort, donc il dort mal. Pour finir, pour le faire dormir, on lui donne des médicaments. Il reste plus longtemps. Il se remet moins bien de son épisode de soins. Donc, j'en appelle à tous les concepteurs. Il y en a quand même beaucoup dans la salle. Faites attention à la qualité de vie intérieure de nos bâtiments. Ça devient stratégique. C'est-à-dire qu'au-delà des composants techniques, l'abord de l'hôpital, la qualité des matériaux, la colorimétrie et la dimension acoustique va faire que demain, on aura un bâtiment qui fonctionnera bien, dans lequel les professionnels seront bien, ou sinon, on va se faire plaisir, mais ça ne fonctionnera pas. Donc sur les aspects développement durable, j'en ai parlé évidemment, la lumière naturelle.
gestion chantier propre, hein, tri des déchets, c'est des choses qui sont tout à fait en cours pour le moment. Et on est dans une démarche LEED. C'est vrai que c'était la première fois qu'on avait l'opportunité de travailler avec cette démarche-là, et donc qui était assez intéressant pour nous parce que nouveau, donc toujours passionnant. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot sur la justification de ce choix. Alors, le choix du CHU, depuis qu'il s'est engagé avec son agenda 21, c'est de pouvoir potentiellement pouvoir publier. Et pour publier, il faut que les locaux dans lesquels les expérimentations ont été faites soient classés. Alors, pourquoi le LEED? Parce que donc, dans sa version canadienne, en fait traduite du LEED, hein, le Green Guide Healthcare, nous avons des cibles qui sont beaucoup plus faciles à sélectionner. On est, pour nous, plus de 40% de nos locaux dans un process industriel qui sortent des référentiels français. On va dire que toute la partie normative française est hors process. Or, nous, on est process pour une bonne partie de nos locaux. Donc, dans le GGHC, le Green Guide Healthcare, on a capacité à pouvoir choisir les cibles, les orienter et définir le niveau où on va mettre la barre. Donc là, on a visé un LEED argent. On a d'autres bâtiments, on a visé un LEED or. Et ça nous permet quand même si on ne certifiait pas le bâtiment in fine, parce que pour qu'il soit certifié, il faut que la démarche soit initiée, mais il faut aussi qu'on ait 1 ou 2 ans d'observation des performances énergétiques, notamment à l'issue de la construction. Mais en mettant cette barre à ce niveau-là, ça donne à tout le monde quand même un guideline, que ce soit aux équipes, mais aussi à Technip TPS, que je salue, notre bureau d'études. Ça donne à tout le monde quand même un guide pour pouvoir choisir les équipements, choisir les performances, au-delà de ce qu'on pourrait faire en mode normal. Merci à vous deux. Il nous reste encore un petit peu de temps, et ce qui est intéressant de décliner au travers de ces échanges avec l'architecte d'un côté, l'hospitalier de l'autre, c'est de connaître un petit peu leur vision de la façon dont ils pensent l'hôpital demain, ou dont ils le perçoivent en tout cas. On a la chance d'avoir aujourd'hui un ingénieur général dans un établissement qui a bon nombre de projets, conséquents, moins conséquents. Toujours est-il qu'un CHU est toujours en train de restructurer, de moderniser. On va être d'abord galant. Charlotte, j'aimerais connaître votre vision de l'hôpital de demain, sans que ce soit péjoratif du tout, mais au regard de votre expérience. Alors, comment vous l'imaginez? Je vais me permettre de ne pas en dire trop, parce que c'est un sujet qui nous occupe énormément pour le moment. On a un gros concours à rendre là bientôt, dont le sujet, évidemment, l'hôpital de demain. Non, blague à part, il y a plein de sujets, on pourrait en parler pendant des heures. Je crois que chaque projet nous permet, surtout à nous, et c'est ce qui fait la fascination, je dirais, de ce métier. Moi, mes associés me disent toujours, t'en as pas marre de faire des hôpitaux? Je dis non, c'est chaque fois différent. C'est ça qui est passionnant, c'est que on est chaque fois face à des clients différents, avec des envies différentes, des demandes différentes, des enjeux chaque fois très spécifiques. Et je pense que chaque réponse, chaque concours, chaque projet qu'on termine nous permet, nous, d'évoluer et d'espérer. Le jour où nous, on part, eux commencent à l'utiliser. Et le but, c'est que 5, 10 ans, 20 ans après, quand on y retourne, qu'on soit toujours fiers de ce qu'on a fait. Donc, voilà. Merci, Charlotte. Patrick, quand on est à l'intérieur d'un CHU, quelle vision on a de l'hôpital de demain? Je pense que le problème de l'hôpital, c'est qu'actuellement, on a 3000 lits, à peu près. Demain, il faudrait qu'on en ait peut-être 1500. Donc, l'hôpital du demain, c'est comment on fait pour supprimer des lits? Comment on va faire cette transition? Et au-delà, comment est-ce qu'on repense ce qui paraît très bête, c'est l'unité d'hospitalisation. En fait, au fil des années, nous avons isolé les malades dans des chambres. Donc c'était très bien, ils demandaient à être dans des lits, dans des chambres individuelles. Mais c'est une position en fait qui n'est pas très bonne pour eux. Ils sont à la merci des soignants. Puisque bon, quand ils ne sont pas très contents, on ferme la porte et puis on les oublie. Ils sonnent une fois, deux fois, on les oublie. Enfin, je ne veux pas me faire l'avocat contre nos collègues soignants, mais ceci étant, la qualité de vie dans les unités de soins est très très mauvaise. On a supprimé les seuls espaces communs
qui existait, dans lequel ils pouvaient encore discuter entre eux, se rassurer, échanger, et puis pouvoir quand même parler de leur maladie, savoir si les autres avaient autant mal, moins mal, plus mal, etc. On a fait un certain nombre d'expériences dans des unités, notamment des unités de chirurgie orthopédique, où des patients pris ensemble sur une même pathologie, opérés en même temps, mais avec une notion de groupe de 5 ou 6 personnes, pouvaient, en discutant en permanence, en faisant leur éducation ensemble, en déjeunant ensemble, passer 2 fois moins de temps à l'hôpital, tout simplement parce qu'ils se retrouvaient non pas dans un espace complètement impersonnel, mais dans des espaces où ils peuvent quand même avoir du contact entre eux, au-delà du contact avec les soignants. Donc je pense que l'enjeu, il est vraiment sur les unités d'hospitalisation qu'on va devoir avoir moins nombreuses, qu'on va devoir pouvoir fermer le week-end. Les gens ne veulent plus travailler la nuit. Donc on a un autre problème sur ce sujet-là. Donc diminuer les lits, c'est vraiment une gageure. À activité équivalente, à médecin équivalent, si on prend dans certains pays anglo-saxons, un hôpital de 3000 lits, c'est 900 lits. Là, on est dans le vrai. Je vous remercie à tous les deux. Si vous voulez évidemment échanger avec les acteurs de cette conférence, vous pouvez le faire tout de suite après. Pour ceux qui dorment ici, demain, là c'était la dernière conférence. Demain, il y a une journée très chargée, très intéressante également. À 10h, il y a une conférence avec Alain Jagnot, architecte, sur la stérilisation centrale du CHU de Nantes. Vous avez également à 11h AIA, qui s'exprimera aux côtés de la direction du centre hospitalier Princesse Grace de Monaco sur le projet du nouvel hôpital de Monaco. TLR Architecte avec la nouvelle clinique Bel Air. Vous avez également le bureau d'architecture d'engineering Veragen qui s'exprimera aux côtés du CHU de Liège sur le CIO Unilab. Et vous avez l'agence Cardet-Huette avec le centre hospitalier de Cahors. Et pour terminer, Axio Architecture qui viendra nous expliquer les enjeux de l'architecture au niveau du médico-social. Je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui pour participer à ces conférences. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.